Voilà, mesdames et messieurs, l'école est sanctuaire autant que la chapelle, disait Victor Hugo. Dans de nombreuses écoles ici au Bénin, ce sanctuaire est de plus en plus troublé par des scènes de violence. Nous avons choisi d'en parler sur ce numéro du Forum du jour. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, selon l'heure où vous nous recevez et merci de nous rejoindre. Cette émission va s'articuler autour de deux grands points. Cause et constat de ce phénomène de violence dans les lycées et collèges, conséquences et propositions de solutions pour en finir avec. Mais avant, je vous présente mes invités, je vais y arriver. Mes invités principaux sur ce plateau sont tous deux surveillants généraux. Nous avons bienvenue Thierry, vous êtes surveillant général au niveau du CEG Bégamé. Bonjour. Bonjour madame. Merci d'être avec nous sur ce plateau. C'est un plaisir. À vos côtés, nous avons Dieudonné Lanviwanou, surveillant général au foyer Saint-Laurent. Bonjour madame. Bonjour. Je tiens à préciser que de votre côté, nous sommes au niveau de l'enseignement public. Quant à vous, nous sommes au niveau de l'enseignement privé. Et il faut dire que dans notre public, nous avons des personnes de taille qui sont là avec de très intéressants profils que nous allons vous faire découvrir au fur et à mesure que nous allons évoluer sur ce plateau. Ma première question va à l'endroit des surveillants généraux puisque c'est quand même eux qui s'occupent de la police, c'est eux qui s'occupent de tout ce qui est surveillance, discipline au niveau de nos écoles. Est-ce qu'il vous est arrivé de vivre des scènes de violence dans votre collège? Je commence par vous. Merci madame. Scènes de violence, c'est au quotidien que nous le vivons. Oui. Alors à vos côtés, dites-nous, est-ce le même constat au niveau du privé? Bien sûr, dans le privé également, il y a pas mal de scènes de violence qu'on constate chaque jour. Chaque jour? Oui. Je crois que là, je ne pensais pas que le phénomène était si... Ah oui, décrivez-nous déjà brièvement. Vous avez observé une scène de violence avant de nous rejoindre sur ce plateau? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Racontez un peu. Non, une petite fille qui court et qui vient me voir. Qu'est-ce qui se passe? En pleurs, bien sûr. Qu'est-ce qui se passe? Mon ami, enfin quelqu'un qui est venu dans la salle pour enlever une table, elle s'y est opposée et puis des gifles. Voilà. C'est déjà par là que commence la violence, mais je voulais demander sous quelle forme se présente cette violence? Elle est seulement physique ou bien on va au-delà, justement? Vous avez la parole. Mais la violence, elle n'est pas que physique. Il y a la violence verbale, il y a le harcèlement, qui sont d'autres formes de violence qu'on vit au quotidien avec les apprenants. D'accord. Vous voulez parler du harcèlement sexuel ou bien l'autre type d'harcèlement envers les plus faibles, par exemple? Bon, il y a plusieurs sortes d'harcèlement. Nous avons, par exemple, les actions négatives qui sont orientées vers ceux qui ne peuvent pas se défendre. L'influence du plus grand envers le plus petit. Oui. Voilà. Ce sont des cas qu'on vit chaque jour. D'accord. Donc, ça m'amène à la prochaine question. Qui sont souvent les acteurs de ces scènes de violence-là? Merci. Les acteurs de ces scènes sont nombreux, mais en priorité, puisque c'est de ça qu'il s'agit, les enfants que nous encadrons, puisqu'on observe la plupart de ces scènes de violence à leur niveau. Oui. Je vais sortir un peu de ce cadre. Il y a des parents aussi qui viennent faire des démonstrations de violence à l'école. Vis-à-vis de leurs enfants? Des enfants, des professeurs, de l'administration. D'accord. Oui. Alors, on peut dire que le problème de violence se pose avec acuité. Justement, est-ce qu'il y a des élèves aussi qui exercent de la violence sur le corps administratif? Est-ce que ça arrive? Bien sûr, il y en a. Il y en a. Peut-être, professeur, tu as donné une mauvaise note, il le prend mal et il te guette. Hier même, on le vit au quotidien, hier, un professeur est venu se plaindre. Un élève qui le rencontre dans la cour et qui fait tout. Il y a de l'espace, mais il est venu le cogner, le professeur a failli tomber. D'accord. Est-ce qu'on peut dresser un profil type de ces élèves-là? Puisque ce n'est pas quand même tous les élèves dont il s'agit. Est-ce qu'on peut avoir un profil type? À quoi ils ressemblent la plupart du temps, ces élèves qui exercent la violence?
Ce serait difficile d'établir un profil type des élèves qui exercent la violence parce que même l'élève le plus calme de la classe peut, par un petit truc, devenir l'élève le plus violent de la maison. D'accord. Il n'y a pas de profil type. Nous avons la chance d'avoir un psychosociologue sur ce plateau, docteur Tata Jean Tossou, je vais y arriver. Des élèves qui se montrent violents à l'école, justement. Comment est-ce qu'on pourrait l'expliquer, à votre avis? Vous pouvez prendre votre micro. Madame Oui. Bello, comment est-ce qu'on peut expliquer les violences en milieu scolaire? Oui. Je me pose tout de suite la question de savoir si c'est de la définition qu'il s'agit, parce que c'est un phénomène qui a toujours existé, qui existe et qui existera toujours. D'accord. Mais justement, La cette pre- violence, Oui. si vous permettez, dans notre école aujourd'hui, on a l'impression qu'elle est de plus en plus visible. Comment est-ce que justement on explique cela? Est-ce juste des enfants qui s'amusent entre eux, il y a des dérapages, ou ça va au-delà? Non, ça va au-delà. Ce n'est pas du simple amusement. À mon humble avis, ce n'est pas un simple amusement. Vous savez, l'école, vous l'avez dit tout à l'heure, un sanctuaire. Mais à côté de ce caractère sérieux, c'est aussi un marché où on rencontre toutes les classes socio-professionnelles, où on rencontre tous les groupes sociaux linguistiques. C'est la représentation du pays en miniature. Tous ceux qui viennent là n'ont pas le même statut socio-économique. Tous ceux qui viennent là n'ont pas reçu la même éducation depuis la maison. Tous ceux qui viennent là ne vivent pas les mêmes réalités dans leur ou à leur domicile respectif. D'accord. Lorsque vous observez, d'abord, la plupart des apprenants qu'on a au secondaire sont des adolescents. Même s'il faut maintenant entrer dans cette classe d'adolescence pour en distinguer trois types: les pré, les adolescents et les grands adolescents. Et vous savez que l'adolescent est caractérisé sur le plan biologique par une débauche d'énergie. D'accord. Il veut toujours montrer qu'il est le plus fort. Il veut défier même l'autorité. Ce n'est pas pour rien que le législateur a prévu une police au niveau de nos établissements scolaires. Je veux parler des surveillants généraux. Ce n'est pas pour rien que le législateur a prévu des cahiers de punition. Mais à un moment donné, qu'est-ce qu'on constate? Les enfants de classe modeste ont conscience de ce qu'ils n'ont personne pour les défendre après. Mais il y en a, parce que les parents ont des moyens, il y en a qui se foutent pas mal de qu'en dira-t-on, de ce qu'on fera d'eux après. Je crois que Même vous si faites je ne déjà viens cette- pas dans votre école, mes parents ont les moyens, je vais vivre. Alors, docteur, dites-nous, j'ai l'impression que vous nous dressez déjà le profil type justement de cet élève-là qui est coutumier de scènes de violence. Tout Donc, à pour fait. vous, on a beaucoup plus des élèves issus de couches favorisées. Tout à fait, parce qu'ils viennent justement de couches favorisées, ils ont la possibilité de suivre beaucoup de choses, soit sur les satellites, soit sur des chaînes étrangères. Et donc, tout ce qu'ils voient sur l'écran, ils veulent la mettre en application. Mais celui qui n'a pas de moyens pour s'abonner à Canal+, ou pour aller sur l'Internet, ces enfants n'auront pas cette mauvaise chance. D'accord. C'est ce que je dirais. D'accord. Parce que l'enfant veut appliquer ce qu'il voit. Ce qu'il voit, forcément. Est-ce que vous pouvez passer le micro à votre côté, là? Nous avons Toussé Sagbo-Fanou, qui est consultant justement au niveau du système éducatif et qui est aussi ancien directeur d'école. J'aimerais avoir votre avis. Est-ce que ces nouvelles technologies de l'information et de la communication que nous avons expliquent ce regain de violence dans nos écoles? Merci pour l'opportunité que vous nous donnez. Je voudrais d'abord commencer par dire que tout part de la maison et de la rue parfois.
lorsque les parents ont eu malheureusement le temps de fuir leurs responsabilités, de ne pas toujours réussir à canaliser l'ardeur de leurs élèves, quelle que soit la crise de puberté que l'enfant fait, lorsque les parents ont échoué dans ce domaine, ou bien tout simplement parce qu'ils sont régulièrement absents, eh bien l'enfant comble le vide de ses parents en s'affirmant négativement. Maintenant, si à la maison, il y a ce vide et que la rue doit s'ajouter à cela, alors il faut s'attendre forcément que dans l'école, il puisse maintenant trouver un terrain favorable pour l'application de ce que lui, il est en train de devenir, pour l'application de ce qu'il a vu à la télé ou sur les chaînes, ou bien tout simplement pour appliquer à l'école ce qui se fait dans le groupe auquel il appartient. Parce que chacun de nos enfants appartient à un groupe, qu'ils soient connus ou pas, ils ont leurs affinités. Il y a des enfants, par exemple, qui ne peuvent pas rentrer à la maison sans passer par le petit groupe qu'ils forment avec leurs amis, soit pour échanger des idées ou bien pour arrêter des stratégies. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, bon, le monde se développe. Autrefois, on allait peut-être de Cotonou à Porto-Novo à pied. Aujourd'hui, personne ne voudra faire le travail là, sauf un fou. De la même façon, pendant qu'on développe les moyens de transport, les moyens de communication, de la même façon, de façon exponentielle, la mauvaise éducation, les suivismes béats qui ne sont pas toujours positifs, s'observent au niveau des enfants qui se donnent une certaine liberté et qui parfois se trouvent protégés par la charte des droits des enfants, ne brimez pas les enfants. Le code de l'enfant. Le code de l'enfant. Ça fait parfois qu'on arrache aux parents la responsabilité qu'ils ont d'infliger une éducation digne du nom, une éducation rigide à leurs enfants. Et quand vous voulez le faire aujourd'hui, on dit, mais écoutez, c'est dépassé, monsieur, ce que vous faites là, ça ne se fait plus. Vous regrettez la rigueur de l'éducation? Non seulement je la regrette, mais je ne cesserai jamais de l'appliquer chez moi parce que je me rends compte que c'est la meilleure solution. Évidemment, je ne dis pas qu'il faut casser les bras aux enfants, prendre un bâton, tabasser son enfant, mais il faut un suivi de tous les jours. La meilleure chicotte aujourd'hui, ce n'est pas forcément le châtiment corporel avec le bâton par-ci par-là, mais je crois que la meilleure chicotte, c'est le parler, c'est la répétition, puisqu'elle est d'ailleurs pédagogique. Il faut parler tous les jours, il faut mettre un peu de rigueur pour que les enfants comprennent que le monde ne se présente pas comme un boulevard d'avions où on peut se balader sans aucun risque. Maintenant, à cela, il faut ajouter la non-application à l'école ou bien l'application avec beaucoup de désinvolture du règlement intérieur. L'administration doit être une administration de fer. Forcément. D'accord. Directeur, si vous permettez, on aura l'occasion de revenir justement sur le règlement intérieur. Mais pour les téléspectateurs qui nous suivent, je pense qu'il y a lieu de préciser. Quand on parle de violence, on ne s'arrête pas qu'aux gifles. Il y a des écoles où la drogue circule, la prostitution, l'harcèlement. J'aimerais quand même qu'on puisse dire, on a l'impression d'avoir dépassé un palier. On a l'impression de ne plus être seulement avec des adolescents, mais d'être avec des adultes déviants. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes d'accord avec moi déjà? Est-ce que cet avis, vous le partagez? Je commence par vous. Je le partage parfaitement. Et si vous voulez, je me suis amusé à venir ici avec des armes blanches que les enfants ont amenées à l'école. Oui. Je veux bien, avec la complicité de mon réalisateur, vous les avez arrachés à des élèves. L'école. À l'école. Oui. Des couteaux. Des couteaux. Et quand vous leur demandez, ils sont venus à l'école avec ça pour faire quoi? Il dit non, ils mentent. C'est le petit frère qui s'amusait, qui a jeté ça dans son sac. Il ne sait pas, il est venu à l'école avec. Mais tu as retrouvé ça, pourquoi tu n'es pas venu le déposer et tu le brandis sur ton ami? Bon, il l'a énervé, il ne sait pas, et puis il a pris ça. C'est comme l'autre qui a giflé, tu demandes pourquoi tu as giflé, il dit non, qu'il n'a pas giflé, que c'est sa mère qui s'est promenée par là-bas simplement. Mais face à ces cas d'extrême violence, parce que là déjà je pense qu'on est dans l'extrême violence, je vous le repasse pour que vous le montriez aux téléspectateurs, mais je crois que le débat va se poursuivre face à cette extrême violence. Si oui, je veux bien vous écouter. J'allais compléter un peu ce que les autres ont développé pour dire que la violence n'est plus seulement à l'école, entre les amis, entre les enfants. Ils sont
maintenant de mèche avec des groupes à l'extérieur, n'est-ce pas? Qu'ils vont, qu'en appelle-t-on? Au-delà. Oui, ils vont contacter ces gens-là pour venir agir au niveau de l'école. L'autre fois, on était là, des voyous qui sont entrés dans l'établissement, on les a interceptés. Où allez-vous? Qu'est-ce que c'est? Et ils ont commencé par nous insulter, ils sont allés dehors, nous on a cru que c'est terminé, mais c'est des groupes venus d'horizons divers qui sont venus s'affronter. Parce qu'il y a des élèves qui ont des contentieux à l'intérieur, qui sont allés dépêcher ces groupes-là. Et ils se sont déchirés. Ils sont venus en renfort. Ils se sont déchirés le corps. Mais ça s'est passé à l'extérieur. Oui, parce que nous étions vigilants. D'accord. Sinon, ça se passerait à l'intérieur. D'accord. Si vous permettez, j'aimerais qu'on puisse revenir sur ces séances-là. On parle souvent du vendredi soir. Il paraît que c'est souvent le vendredi soir qu'on observe ces affrontements au niveau des abords des écoles. Quand on pense que vous êtes quand même limité à l'intérieur de l'école, est-ce que votre autorité vous permet de pouvoir réguler justement jusque devant l'école, qui est souvent le spectacle de ces lieux-là? Bon, la plupart du temps, chez nous, on essaie de mettre la règle. Si vous sortez, rentrez chez vous. Personne devant l'établissement. Et quand on sensibilise, on appelle, toi, rentre chez toi. Et si vous n'acceptez pas, on essaie d'appeler des fois la patrouille. Comme c'est les enfants, ils viennent de différents collèges, je ne vais pas citer les noms ici, et ils viennent s'attrouper au niveau de... Et il y a des coups, comme mon doyen l'a dit tout à l'heure, nous aussi on a vécu des scènes pareilles, surtout les vendredis soirs, comme c'est la veille du week-end. Voilà. Donc ils essaient de se donner rendez-vous pour régler les contentieux. D'accord. Si vous permettez, déjà, je crois que le réalisateur, si vous pouvez nous montrer un peu, il faut les garder en main. J'aimerais comprendre un peu. Quelle tranche d'âge, justement, avec ces âmes blanches-là? On est dans quelle classe? Seconde, première ou un peu plus jeune? Non. Il faut le garder, le montrer. Oui. Au second cycle, le problème ne se pose pas avec autant d'acuité. Parce qu'il y a comme une maturité qui commence par arriver. C'est beaucoup plus au premier cycle. Ces enfants, c'est le 4e, 3e, généralement, qu'on a... Là, on est dans les 14-15 ans. Oui, c'est ça. Mais vous, je me dis, hein, vous n'êtes pas que surveillant, vous êtes aussi parents. Quelle est votre réaction quand vous voyez un enfant de 14 ans avec une arme blanche? Quand nous voyons ça, nous disons qu'il y a du problème. Et il faut qu'on renforce davantage l'état de veille. Voyez-vous, nous tentons de régler beaucoup de problèmes au niveau de l'école. Mais quand ça nous dépasse, nous mettons les parents à contribution. On les appelle, on les met devant le fait, la situation. Et nous réfléchissons ensemble, oui. Voilà. D'accord. Alors, si vous permettez, je pense que c'est le moment de pouvoir les écouter, puisque nous avons la chance d'avoir des élèves au niveau du public, des élèves qui nous viennent de différents collèges. Nous avons un ancien élève, nous avons aussi des élèves qui sont toujours à l'école. On aimerait savoir un peu, comment est-ce que ça se passe? Est-ce qu'il vous arrive vous-même, vous allez déjà vous présenter et nous dire un peu si vous avez été victime d'une scène de violence? Merci, madame. Ici, c'est Roméo Azon. Je suis étudiant en mathématiques et informatique à l'EFS Sapientia. Donc, comme vous pouvez le constater, j'ai été aussi élève. Ancien élève déjà l'année passée? Voilà, déjà l'année passée. Oui. Donc, je tiens à vous dire que moi, j'ai été victime de violences en milieu scolaire, ce qui m'a affecté. Moi-même, je suis devenu un violent. J'ai exercé ensuite la violence que j'ai subie sur mes pairs à l'école. D'accord. Là, quel est le rôle de l'administration quand on a des élèves qui sont obligés de répliquer, je suppose, pour se protéger, quand on a l'impression qu'il faut se défendre? C'est ça que j'ai dit tout à l'heure. La tâche devient beaucoup plus lourde à l'administration. Vous voyez, nous devons redoubler d'ardeur. Et il y a des écoles, je profite, les écoles où le nombre de surveillants n'est pas ce qu'il faut. Nous profitons de Canal là pour demander aux autorités de nous aider à renforcer l'effectif.
Ne vous parce que inquiétez ça pas, devient on beaucoup plus viendra aux sérieux. propositions Oui. de solutions. Je voudrais vraiment qu'on puisse creuser l'abcès, que les parents d'élèves et tous ceux qui nous suivent puissent comprendre l'ampleur du phénomène dans nos écoles. On aura l'occasion de revenir sur les conséquences sur ces enfants-là et sur les propositions de solutions. Vous aviez un mot? On vous écoute. Oui. J'aimerais dire quelque chose par rapport à la violence que moi-même j'ai subie. Parce que, comme l'a dit le docteur, il y a des formes de violence et ce n'est pas forcément physique, c'est aussi psychologique. Et vous devez comprendre que lorsque quelqu'un est victime de cette violence et arrive à s'en sortir par lui-même, il est obligé lui-même d'être violent envers les autres. Et je donne par là mon exemple. Il va que quand je suis venu dans une école nouvelle, je suis nouveau dans l'école, ceux qui étaient là avant moi ont eu le temps de me montrer que entre nous, il n'y a pas comparaison, qu'il y a le complexe de supériorité et d'infériorité qui intervient. Par conséquent, ils m'ont fait comprendre que je suis inférieur à eux. Pas tous les moyens. Donc, quand j'ai subi tout ça, moi-même, je me suis réveillé. Bon, je leur ai montré que je ne suis pas aussi timide que ça. Parce qu'ils profitent de la timidité ou bien si tu as un bègue, tu es trop sage au cours. Ils profitent toujours de quelque chose. Ils trouvent toujours quelque chose pour pouvoir affronter les autres, pour pouvoir attaquer ceux qui sont plus faibles. Ouais, et sur la base de ça, moi, je leur ai montré que je ne suis pas aussi timide. Faible que ça. D'accord. Voilà. On a compris hier. Je pense qu'il rappelle un phénomène qui est censé avoir disparu de nos écoles, le bizuitage. Je crois que c'est de ça qu'il parle, c'est de ça qu'il s'agit. Si vous permettez, on va revenir à vous, ne vous inquiétez pas. Je vais bien écouter le psychosociologue sur le sujet. Quand on dit que le bizuitage a disparu et qu'on nous en parle là, je rappelle que jusqu'à l'année passée, il était encore en cours, et cette année, il est devenu étudiant. Ça veut dire que jusqu'en 2018, on parle encore de bizuitage dans nos écoles. Non, mais Madame Béraud, je continue de dire que c'est un leurre que de penser que ce qui se passe aujourd'hui n'a jamais existé. C'est des choses qui ont toujours existé. Elles peuvent changer de forme, mais elles existent toujours. Cet ancien élève vient de nous donner une très belle illustration en disant qu'il a été victime de violence et par la suite, il est devenu violent ou il a exercé aussi sur d'autres. Et est-ce qu'il y a quelque chose de plus normal que ça? Vous savez, chaque individu est doté de deux, ce que j'appellerais instincts. Oui. D'accord? Il y a en nous ce qu'on appelle l'éros et il y a également le thanatos. D'accord? Le thanatos, c'est, si vous voulez, l'instinct de mort. D'accord. Oui. D'accord? Et l'éros étant celui de la vie. D'accord. Lorsque vous avez été agressé, et comme il a su bien dire, et que vous n'en êtes pas mort, vous serez désormais naturellement sur le qui-vive. D'accord. C'est en cela que je n'expliquerai pas, moi, forcément, la détention de ces armes blanches que le surveillant général vient de nous montrer par la volonté préméditée d'aller agresser des pères. Pour vous, ce serait pour se protéger, c'est ça? Non, pas forcément. C'est une hypothèse. Ça pouvait être ça. Les élèves les plus sages qui sont agressés, je ne le dis pas pour les dédouaner, ils peuvent vouloir prendre des dispositions. Vous êtes d'accord avec moi que ce n'est pas celui qui se sent fort qui portera par devant lui une arme blanche pour aller agresser. Et lorsque vous demandez, vous poussez deux individus à aller à l'agressivité, à la violence, ce n'est pas celui qui a confiance en lui, celui qui a confiance de sa supériorité, qui voudra aller tout de suite en guerre contre l'autre. C'est surtout ceux qui se sentent, je ne sais pas, faibles. On le dit souvent, quand vous avez appris à faire le karaté, vous n'êtes jamais le premier à attaquer. Donc, il y a cet esprit de maîtrise de soi. D'accord. Merci. Une fois encore, je ne le dis pas pour les dédouaner. Non, c'est clair, on comprend, on ne saurait les dédouaner. Voilà. On ne saurait les dédouaner. À travers vos propos, on se dit c'est peut-être pour se protéger, pour rester peut-être en système défensif. Mais je me demande quelle est la responsabilité des surveillants généraux que vous êtes face à ces scènes de violence. Comment est-ce que vous êtes censé gérer cela? D'accord.
par rapport à ce qui vient d'être développé, je voudrais ajouter que les enfants avec la tranche d'âge que nous venons de décrire, je ne sais pas si c'est un instinct, comment il faut l'appeler, ils ont tendance à s'affirmer. Ils sont en train de grandir, ils veulent s'affirmer, affirmer leur personnalité. C'est souvent cela. Parce qu'il y a des scènes apparemment gratuites, parce que tu cherches, tu ne trouves pas la raison apparemment. Comme tout à l'heure, je dis pourquoi tu as giflé, on dit non, pour rien, c'est ma mère qui s'est promenée par là-bas. C'est pas visible. Mais derrière tout ça, il y a des raisons. Comme je vais interroger par exemple la maison, l'environnement dans lequel l'enfant a évolué tout le temps, et comme d'autres choses aussi, peut-être il a été victime de situations et qui l'ont rendu agressif. Voilà. Mais je dis, dans beaucoup de cas, il y a aussi cette volonté de s'affirmer. On trouve que l'autre est un peu inférieur, on veut lui prouver qu'on est supérieur à lui. D'accord. Vous voyez? Et je dis, tout ça là nous interpelle. Et tout à l'heure, je l'ai dit, la tâche devient beaucoup plus lourde à l'administration. Nous aussi, nous commençons par chercher des voies et moyens, des stratégies pour contenir tout cela. Et c'est là que réside justement notre mission. D'accord. Donc, nous ne devrions pas baisser les bras. Autant ça se développe, autant nous aussi, nous devrions tout faire pour être à niveau. D'accord. C'est ce que nous essayons de faire. Vous avez une formation particulière qui vous permet justement de pouvoir faire face à cela, parce que l'enfant, vous l'avez bien dit, en adolescence, il présente différentes caractéristiques, ce n'est pas toujours facile à gérer. Vous le punissez, 4 heures de colle, est-ce que ça l'empêche de répéter 4 heures de colle, par exemple? Pas souvent. Nos punitions ne donnent pas souvent le résultat qu'on cherche. C'est pourquoi on devrait réfléchir plus sur la pratique à tenir pour mieux régler ces cas de... Mais j'aimerais revenir sur la situation tout à l'heure. Il faut toujours que l'administration donne aux responsables les moyens comment on appelle, d'intervenir ou bien d'appeler. Vous voyez, il y a chez nous, par exemple, dans le privé ou bien là où moi je suis, s'il y a 2 élèves qui se disputent, déjà, on nous alerte. On vient, on écoute les 2. Il n'y a pas de j'écoute l'un et je dis toi, mets-toi à genoux, non. Tu écoutes les 2. Même si l'autre a raison, tu ne lui donnes pas raison tout de suite. Tu écoutes d'abord l'autre. Et même s'il a raison, celui qui a raison peut porter le premier coup. Oui. Du moment où tu as porté le premier coup, nous, on te considère comme fautif. Donc, il faut essayer de régler un peu ces situations, trouver les moyens qu'il faut pour nous donner l'arsenal pour travailler. D'accord. Si ne vous inquiétez pas. Et si vous vous permettez, surveillant, on aura l'occasion de revenir sur ce plateau. Mais avant, j'aimerais qu'on puisse suivre ce reportage qui a été réalisé par l'un de nos collègues, justement, à Boïcon, sur cette scène de violence-là, qui a prévalu aussi au Boïcon il y a peu. On se retrouve tout juste après. La nouvelle a fait le chou gras des réseaux sociaux et autres canaux d'information, ici dans le centre du pays et sûrement dans le Bénin entier. Une jeune élève tue un de ses camarades de classe. Cela a bien l'air d'une fiction, mais c'était une triste réalité au CG1 de Boïcon. Jeannette Vaudemain est la directrice du dit collège. Nous sommes en deuil. 2 élèves se sont bagarrés. L'un est tombé. Nous avons pris la voiture d'un professeur pour l'amener rapidement aux soins. Mais arrivé là-bas, il a rendu là. C'est difficile, c'est rude que l'enfant vienne à l'école et que c'est son corps qui doit rentrer. Après le drame d'octobre dernier, où 3 élèves sont foudroyés, c'en est un de plus ce mercredi-là au collège d'enseignement général 1 de Boïcon. Une querelle classique entre 2 élèves a donc muté en bagarre et dégénéré en mort d'homme. Le président de l'association des parents d'élèves s'en revient à peine. C'est des événements malheureux. La dernière fois, nous avons connu un coup de foudre ici. Nous avons perdu 3 de nos enfants. On était en train de déployer cela. C'était en octobre. Nous sommes en décembre, donc dans le même trimestre. Voilà ce qui s'est passé. À divers niveaux, des mesures préventives sont prises pour éviter de tels incidents. Si bien que, je suis en train de penser, appeler encore tous mes parents d'élèves pour des séances de sensibilisation. Et j'ai demandé que les élèves soient sensibilisés aussi, dans toutes les classes.
Je viens de rencontrer les enseignants. Je leur dis de les sensibiliser, de leur rappeler le règlement intérieur qui interdit toute bagarre à l'intérieur d'un collège. Il ne doit jamais avoir bagarre. Même si l'un a donné le premier coup, le second doit prendre patience et se plaindre. Selon certaines sources, une procédure judiciaire est enclenchée pour le traitement juridique de cette affaire. Voilà, des élèves qui tuent leurs camarades de classe, des élèves qui ont des rapports sexuels dans les toilettes de l'école, des élèves dealers de drogue et d'autres stupéfiants. On se demande bien où l'école a failli. Et cette question, je la réserve justement à notre psychosociologue. Mais avant, je vais écouter ces élèves-là qui sont ici sur ce plateau avec nous, sur leur ressentiment quand ils suivent ce reportage. Dites-nous un peu, vous vous présentez et vous nous dites. Merci madame, je m'appelle Okun Akom Angélique, élève en classe de terminale D1 au CGWH. Alors dites-nous un peu, un élève qui, par mégarde, tue sa camarade ou son camarade, vous, en tant qu'élève, quel est votre avis? Bon, selon moi, ce n'est pas un bon acte. Ça ne reflète pas l'éducation qu'on a reçue de nos parents. Tout d'abord, chacun de nous avons quitté la maison. Nous avons dit à nos parents, maman, papa, je vais à l'école pour suivre les cours. Ce n'est pas une raison. Les parents, tout d'abord, ils savent que vous allez à l'école. À l'école pour faire quoi? Pour étudier. Ce n'est pas à l'école qu'on crée des bagarres jusqu'à vouloir s'entretuer. Donc, pour moi, tuer son camarade, c'est-à-dire, c'est déjà un acte qui est mauvais et qu'on ne peut pas accepter. Tout d'abord, je serais caractérisée de meurtrière. Et ce n'est pas une bonne influence sur moi. Tout le monde saura que bon, je suis mauvaise. Il ne faut pas qu'on m'approche. J'aurai beaucoup de caractéristiques vis-à-vis de mes camarades. Donc cela n'est pas un bon acte. Merci beaucoup. Je veux bien écouter maintenant nos surveillants généraux. Dites-nous un peu, vous, justement, vous suivez ce reportage. On prie pour que ce ne soit pas dans votre école que cela se passe, mais ça n'arrive pas qu'aux autres. Quelle aurait été votre réaction? Ma réaction par rapport à l'incident, un drame pareil. C'est regrettable tout à fait, comme tout le monde l'a dit. On va à l'école, on revient et voilà ce qui est arrivé. C'est regrettable. L'acte n'est pas prémédité. Ce n'est pas prémédité. C'est arrivé. Et peut-être que, je ne sais pas, c'est avec des ciseaux. Oui, ciseaux compas. Ciseaux compas. Voilà, c'est du matériel de travail. C'est ce qui est à la portée de la fille qu'elle a utilisé. C'est pourquoi notre travail devient beaucoup plus rude. J'allais compléter mon collègue tout à l'heure. Quand il répondait que ce n'est pas forcément la sanction, nous cherchons à récupérer les enfants. Nous leur parlons beaucoup. C'est pourquoi je dis tout à l'heure que nous associons les parents, parce qu'ils sont absents. Ils sont très absents dans la vie des enfants qui prennent des exemples dehors, dans la rue, sur les écrans, les films western, les films hollywoodiens. Vous voyez, voilà les conséquences. Alors, quand bien même quelqu'un te provoque, nous leur disons, venez toujours vous plaindre. Gardez votre Vous calme. n'avez pas le droit de vous rendre justice. C'est ça que nous essayons de faire surtout, la conscientisation, la sensibilisation. D'accord. Voilà. Mais dites-nous, Monsieur Chéji, est-ce que ces élèves arrivent toujours à garder leur patience justement? Cette maîtrise de soi, cet âge, est-ce qu'ils l'ont véritablement? Avant de répondre à votre question, j'aimerais rebondir sur l'élément que vous avez passé tout à l'heure. Je dirais, c'est regrettable. Parce que la plupart du temps, c'est par un truc qui est né subitement. C'est un fait qui était là et qui perdurait avec le temps. Si peut-être la maman, la mère de l'enfant, de la fille était à la maison parce qu'elle était rentrée d'abord. Et c'est en revenant qu'elle a eu... Si la maman était là, c'est ce que le docteur dit, l'abdication de la famille. La famille n'est jamais là. Si la maman était là, elle pouvait... Elle aurait remarqué que sa fille était déjà fâchée. Fâchée, changement d'humeur. Il y a ça qui compte. Les parents ne sont pas là. Et il y a le fait aussi, les scènes de violence qu'on regarde à la télé, rien n'est censuré.
l'Internet, tout. Rien n'est plus Il n'y censuré. a pas de filtre. Il n'y a pas de filtre. Vous voyez, et les élèves, ils aiment tellement se rendre justice. D'abord à la maison, on dit aux élèves, on dit aux enfants, ni, excusez-moi, ni échoué, à m'inviter. Ah, c'est vrai, qu'il y a beaucoup de parents qui le disent aussi. Donc l'enfant, déjà, on lui donne l'âme qu'il faut pour se rendre justice. Mais à l'école, quand nous on dit non, vous devez vous maîtriser, vous devez garder votre calme, c'est tellement compliqué pour eux. C'est pourquoi on essaie de toujours sanctionner avec la dernière rigueur, même la plus banale des actes de violence aiguë. On essaie de sanctionner avec la dernière rigueur. Et on fait intervenir les parents, on leur demande, écoutez, si votre enfant répète ça, une seconde fois, on lui donne une sanction plus sévère, jusqu'à l'exclusion temporaire, pas forcément définitive, mais temporaire. D'accord. Docteur Tata Jean Tossou, moi, je crois, je vais donner un exemple qui peut vous paraître banal, mais je connais un parent, quand son enfant vient à la maison en pleurs, on m'a tapé à l'école, il lui dit, le lendemain, tu tapes et tu m'amènes la preuve que tu l'as tapé. Est-ce que ce genre de comportement, cette façon d'éduquer nos enfants aussi, ne contribue pas à ce phénomène-là que nous déplorons sur ce plateau? C'est de n'importe quoi, simplement. C'est de n'importe quoi. Nous sommes tous démissionnaires dans cette affaire. J'ai entendu le surveillant du CGB me dire tout à l'heure que l'acte n'était pas prémédité. Moi, je dirais le contraire. Je n'avais pas les éléments. Okay. Je dirais le contraire parce que l'école n'est pas un lieu où il faut s'armer pour s'y rendre. Mais si cet élève n'avait pas des armes à côté, l'arme blanche dans sa poche, les ciseaux. C'est des ciseaux qu'on utilise à l'école. À l'école, oui. Il y a des ciseaux, c'est un matériel didactique. D'accord, le ciseau, le compas. Je suis entièrement d'accord. Celui qui vous parle a enseigné au collège pendant 20 ans. Je crois qu'il faut le préciser, oui. C'est un milieu que je connais bien. Oui. D'accord? Mais lorsque vous avez fini de faire votre cours, de faire des exercices avec eux, il y a quand même les rudimentaux, les b.a.-ba qu'il faut prendre comme mesure. Moi, je pense sincèrement ceci. Il ne faut pas toujours attendre que les crises ou les dégâts arrivent avant de commencer par jouer au sapeur-pompier. D'accord. Ces violences, on peut les prévenir. Bien sûr. On peut les prévenir parce que les apprenants aujourd'hui suivent des films, vous l'avez bien dit tout à l'heure. Tout à fait, oui. Et donc, les formes de violence changent. Ces apprenants changent de stratégie. Si nous voulons les contraindre, il faut que nous changions aussi de stratégie. D'où la nécessité, par exemple, de faire appel à des psychologues dans nos écoles. D'accord. Pour encadrer. Permettre à des élèves de venir dans nos centres d'éducation avec des armes blanches. D'accord. Avec de l'herbe, de l'opium, tout ce que vous savez. Ce n'est pas possible. D'accord. Ça va à l'encontre même de l'orthodoxie de ce milieu. C'est pas normal. Et donc, je disais que nous sommes tous démissionnaires. C'est ce qu'il y a dit au départ. À un moment ou à un autre, oui. Parce que... Mais les aides de colle que nous donnons... Ça ne suffit pas. Ça ne fait même rien. D'accord. Ça ne fait même rien. S'il vous plaît, permettez-moi de l'expliquer pendant 30 secondes. Ça ne fait même rien. Moi, je fais un cours intitulé « Les lois de l'apprentissage ». Vous allez vous rendre compte que, psychologiquement, lorsque vous avez fini de donner des heures, 2 heures, 4 heures à un apprenant, 1, 2 fois, il s'en habitue. Et ça ne dit plus rien. Nous devons savoir taper du poing sur la table et sévir comme cela se doit. Comme cela se doit. Le directeur l'a dit, il ne suffit pas de développer de l'amitié vis-à-vis de nos apprenants. Mais je le dis également, la Charte internationale des droits des enfants, en interdisant le châtiment corporel, n'a jamais interdit le châtiment correctionnel. Il y a une nuance. Oui. C'est pas la même chose. Mais des enfants qui s'amusent comme ça avec des armes à l'école. La fille disait tout à l'heure que chacun de nous, parlant d'eux, chacun d'eux, en quittant la maison, dit forcément à ses parents, je vais à l'école. Je vais à l'école, je reviendrai à telle heure. Et c'est le corps qu'on ramène. J'ai failli couler les larmes tout à l'heure quand elle a sorti ça. Oui. Et il va se trouver malheureusement
des gens parmi nous qui vont faire de faux papiers pour dire que cette apprenante-là n'était pas dans Non, tous ces états, si vous permettez, docteur Tata Jantansou, on revient justement. Ne vous inquiétez pas, vous aurez la parole. Mais moi, j'aimerais qu'on puisse revenir, hein, parce que là, les parents d'élèves sont en train de se sentir incriminés. Quelle est leur part de responsabilité? C'est vrai que les parents d'élèves ont une responsabilité énorme et c'est quand ils fuient leur responsabilité qu'ils se retrouvent sur les bras des enfants assassins. Ce qui n'est pas du tout normal. L'assassinat ne doit pas être la profession des enfants et qui plus est encore des enfants qui vont à l'école et pire encore des filles adolescentes. C'est une triste renommée. Mais je dis, lorsque le père ou la mère, sous prétexte qu'ils vont chercher la pitance pour la famille et les enfants, sortent de la maison à 6 heures ou à très tôt le matin pendant que les enfants dorment et ne reviennent que lorsque les enfants sont déjà au lit, on se demande à qui incombe alors la responsabilité de canaliser l'énergie montante et débordante de ces enfants pour mieux, parce que tout à l'heure on a parlé d'un certain nombre de choses, moi j'ai vu beaucoup de choses sous un autre angle, mais bon, le temps ne nous permet pas, mais il faut se dire qu'il n'y a pas de main tendre avec des enfants qui ne sont pas tendres avec l'éducation qu'on leur donne. Il faut à un moment donné sortir de ces gonds et montrer à ces enfants, y compris à leurs parents, parce qu'il y a des parents qui veulent encore être éduqués pour mieux éduquer leurs enfants. C'est paradoxal, mais c'est réel. Il y a des parents qui ne savent pas mettre la main de fer dans un gant de velours. Ils pensent qu'une fois qu'eux autres n'ont pas pu aller à l'école jusqu'à un niveau donné et que leur enfant est en train d'évoluer, alors il faut lui laisser tout le boulevard qu'il faut. C'est devenu le roi. Voilà, il devient le roi à la maison. Quand l'enfant parle, maman ne peut pas réagir ou bien elle a peur de l'offusquer et cet enfant devient le chef de famille pendant que ses parents sont vivants. C'est des comportements qu'il faut commencer à canaliser. Alors, la responsabilité des parents, non seulement elle est grande, mais cela interpelle aussi l'administration. L'administration des établissements où on observe ces violences doit jouer son rôle en appelant régulièrement les parents qui sont concernés par ces genres d'énergumènes. D'accord. Pour les mettre, enfin, pour les informer, parce qu'il y a des parents qui ne sont pas du tout informés de ce qui se passe avec leurs enfants. Et quand on leur dit un jour, venez, votre enfant a fait ci, ils se disent, mon enfant à moi, c'est pas possible. Et quand on parle tout à l'heure de parents qui viennent dans une école pour jouer les grands Soweto, je dis, l'administration nationale ne devait même pas attendre l'administration du collège pour prendre ses parents et les mettre au Nyouf. Ah, d'accord. Immédiatement. Je crois qu'on va s'en arrêter là pour l'instant, si vous permettez. Alors, je vais vous donner aussi un autre exemple par rapport à l'administration. On peut revenir pour l'exemple? Le temps d'accord. d'écouter les autres, on vous revient dans un instant. Okay. Oui, dites-nous un peu, bienvenue Tchédi, je vois que vous voulez réagir sur le sujet. Non, bienvenue, j'ai plutôt là, je confonds un peu. Dites-nous un peu, vous avez votre avis sur le sujet, on vous écoute. J'aimerais qu'on fasse un peu attention. D'accord. La responsabilité, elle n'est pas qu'aux parents. Vous voyez, la scène s'est produite dans l'établissement quand même. D'accord. Vous voyez, ça pose un problème de discipline et d'autorité. Au niveau de l'école aussi. Au niveau de l'école aussi. Si par exemple les enfants viennent, mais tout le temps vous banalisez les faits, ça là maintenant non. Il faut tout prendre en compte. Il faut que l'autorité du surveillant puisse faire chose là. On ne peut pas faire cette scène dans un collège et laisser simplement la responsabilité aux parents. Aux parents. Oui. Pour vous, ce n'est pas que la responsabilité des parents. Non. Un avis que vous partagez? Oui. D'abord, je voudrais présenter des excuses tout à l'heure pour mon ignorance parce que je n'avais pas des éléments comme quoi cette fille est allée à la maison s'armer. D'accord. Parce que un des ciseaux... Non, elle n'est pas allée s'armer. Il y avait déjà eu un antécédent. D'accord. Donc, c'est à la suite de l'antécédent qu'il y a eu cette scène de violence. Voilà. Bien, et pour répondre à la question, la part des parents, je continue de le dire un peu contrairement à ce que mon ami a dit, les enfants ont quitté la maison avant de venir à l'école. D'accord. La grande responsabilité, ça revient aux parents. On fait encore 30 secondes sur les parents. Et je voudrais le dire ici à ceux qui ne le savent pas. Moi, j'ai fait, et c'est un domaine qui m'intéresse, je vais faire une étude là-dessus. Je mets au défi quiconque me prouvera le contraire. Les enfants proviennent aujourd'hui à plus de 80% de familles éclatées.
D'accord. La mère est au nord, le père est au Ça, sud. c'est un aspect qu'on n'avait pas pris en compte. Non, docteur Tossutata, vous avez beaucoup parlé sur ce plateau. 30 secondes? D'accord, donc vous prenez le micro, je vous donne 30 secondes. 30 secondes C'est même exactement. trop, c'est même trop. D'accord. Et il faudrait que mon surveillant qui est en face de moi souffre à ce que le directeur Sabou dise que c'est la responsabilité des parents. Mais n'oubliez pas que tous sur ce plateau, nous sommes des parents. Non, ce hein. n'est pas que... Laissez-moi Si finir, vous laissez-moi permettez, finir, si vous laissez-moi permettez, finir. on Oui, va y c'est aller au beaucoup cas plus par leur cas, on va y aller au Laissez-moi cas par finir. cas. Oui, docteur Moi, Tossutata. mes enfants Oui. n'oseront jamais poser de tels actes, même si l'administration du collège est faible. La chef Fabienne vous dirait, Ce que je voulais dire, ça, ce hein. que je voulais dire, c'est pas que je dédouane l'administration. Il faut savoir taper du poing. Mais si l'enfant était bien éduqué, il n'aurait jamais posé de tels actes. On ne à connaît l'école. pas toujours bien nos enfants, docteur Tossutata. Mais Parfois, nous on est devrons surpris de voir avoir, nos enfants réagir. en conscience que l'enfant n'est pas enfant parce qu'il est petit de taille. Ah, j'aime Il est bien. enfant parce qu'il est façonnable. Ça, c'est le psychologue en vous qui le dit. Merci déjà pour cet apport. Il faut qu'on évolue parce que là, il nous reste exactement 6 minutes. On doit parler un peu des répercussions, autant sur les enfants qui font ces scènes de violence-là. Quelle est la suite? Quand un enfant est victime de violence ou quand un enfant exerce de la violence sur les autres, quelle est votre réaction au niveau de, Que ce soit de la surveillance? l'enfant victime ou l'enfant qui exerce, Oui. les conséquences sont très fâcheuses. Oui. La fille avait du mal même à le dire tout à l'heure. L'enfant celui-là, cette fille qui vient de donner la mort dans l'élément qui a passé tout à l'heure, mais l'élément, c'est resté. L'étiquette. Elle passe, c'est la meurtrière, c'est la D'accord. tueuse. Mais si vous permettez, je voulais qu'on en revienne à l'école, au sein de l'école. Quand la scène de violence se poursuit, Oui. qu'est-ce qui se passe pour ces élèves-là? Oui, il y a que d'autres, il y a des parents que, par exemple, qui viennent enlever leur enfant de cette école. D'accord. Parce qu'ils se disent que leur Mais enfant vous-même, vous est plus- réagissez comment? Ces enfants, vous les chassez, vous les maintenez, vous leur faites une exclusion définitive? Quelle est la sanction? Nous Que prévoit votre règlement Moi, je intérieur? fais expérimenter quelque chose au niveau de notre collège. Je ne sais pas si cela court ailleurs. Lorsque des situations se présentent, je l'ai dit plusieurs fois ici, nous invitons les parents, nous les obligeons même à venir. Et nous nous asseyons, nous situons les responsabilités et nous cherchons des voies de solution. Mais il Donc y a pour vous, la solution, ce ce n'est pas que- forcément le renvoi des enfants. Non, pas forcément, parce que nous avons la responsabilité d'éduquer les enfants, de les préparer pour demain. Si nous les rejetons, qui va faire le travail? D'accord. Nous avons aussi une responsabilité. D'accord. Et nous, ce dont j'allais parler, que nous expérimentons dans notre collège, à la fin, il y a un engagement que prennent et les parents et les enfants. D'accord. D'accord? Que cela Pour ne se répétera que cela plus. ne se répète pas. Parce que Et nous, au cas on où va... ça se répète, quelle est la sanction? Bon, L'exclusion? l'exclusion peut intervenir suite à un conseil de discipline, D'accord. parce que nous n'avons pas conservé toujours le mal à l'intérieur. Il y a D'accord. d'autres enfants. D'accord. Est-ce un processus que vous adoptez aussi au niveau de votre Bon, école? on adopte des processus du genre, mais on essaie d'expliquer à l'élève l'acte qu'il a posé. D'accord. La gravité La de cet gravité de ce qu'il a, posé, de l'acte qu'il a posé. Et après, on essaie de lui demander de présenter les excuses. Et si l'autre accepte, si l'autre n'accepte pas, ça veut dire qu'il y a encore un truc qui pourrait rebondir d'un jour à un autre. D'accord. Après ça, on fait intervenir l'enfant, on lui dit, présente un exposé sur les violences et tu dis à tes camarades, tu fais l'exposé à tes camarades, tu fais à une autre classe et comme ça, l'enfant il dit, si c'est à cause de ça là, D'accord. je dois passer dans presque beaucoup de salles. Quand je vous écoute, je me demande si je n'en reviens pas à tous ces Sagbo-Fanou pour son manque de rigueur. Est-ce pour vous c'est assez rigoureux comme réaction? On vous écoute en 30 Oui, secondes. vous savez, lorsque l'administration est composée de gens qui ont reçu une éducation ferme au départ, je crois que c'est cela qu'ils appliquent. Lorsqu'il y a une situation de violence qui va jusqu'à ce niveau, il faut immédiatement convoquer les parents. Il faut ensuite qu'il y ait un conseil de discipline qui statue. Et il faudrait que cet enfant, parce que le drapeau n'est pas fait seulement pour chanter à l'enfant du Bénin debout. D'accord. Il faut qu'au MA, parce que beaucoup de problèmes se règlent au MA. Au MA, il faut le montrer. Il faut l'exposer. Il faut l'exposer pour qu'il comprenne. S'il a la capacité d'avoir honte, qu'il puisse avoir honte, l'humilier s'il le faut, et qu'il demande pardon à tout le monde au MA. Et qu'il, s'il récidive, évidemment, le règlement intérieur est formel là-dessus, ce n'est pas un crime que de renvoyer un enfant qu'on veut éduquer. D'accord. Lorsqu'à un moment donné,
Vous utilisez un couteau pour couper l'oignon. À chaque fois que vous utilisez le couteau, vous vous coupez un doigt. À chaque fois que vous coupez un doigt, vous dites, bon, le couteau, j'ai besoin de ça pour couper l'oignon. À un moment donné, vous n'aurez plus de doigts. Pour couper l'oignon, justement. Il faut remettre ce couteau-là ailleurs pour peut-être qu'il puisse aller s'occuper des bœufs. D'accord. Donc cet enfant, il faut le remettre à ses parents, quitte à ce qu'il fasse vraiment amende honorable. On peut diminuer la punition de 2 semaines à 1 semaine, une réduction de peine, comme si on pourrait l'appeler ainsi. Non, moi j'estime qu'il faut de la rigueur, mais il faut précéder cette rigueur par une sensibilisation quotidienne. D'accord. Et tout à l'heure, je dis les parents, mais attention, je réitère que la responsabilité des parents est presque entière, mais je ne dis pas que c'est absolument seuls les parents qui doivent éduquer. J'ai dit au départ, les parents éduquent. La rue rééduque. Il reste exactement 10 secondes. Donc, c'est tout le monde, comme l'a dit quelqu'un, tout le monde est coupable. Responsabilité partagée. D'accord. Alors, je veux écouter notre psychosociologue, mais là, il va vraiment devoir bien tenir dans les 30 secondes. Votre avis, est-ce que l'exclusion, c'est-à-dire quand on a tout essayé et qu'on ne peut plus rien et qu'on l'exclut, est-ce vraiment la solution? Cet enfant qu'on rejette dans la société, qu'est-ce qu'il devient à votre avis? Écoutez, si vous avez tout essayé et que rien n'a marché, que voulez-vous faire? L'exclusion. On ne peut pas lui couper la tête. Il vaut mieux l'exclure. Il n'est pas digne de rester dans ce milieu. D'accord. On parle d'école. L'école n'est pas faite pour des gens de ce genre. D'accord. Enfin, excusez-moi la tautologie. Des gens comme ça. D'accord. Il faut l'exclure. Il y a quelque chose. Les enfants apprennent beaucoup plus par imitation et par vicariance qu'autrement. D'accord. Si un fait, vous ne le punissez pas pour qu'il serve d'exemple, alors là, les autres vont commencer à faire la même chose. D'accord. Donc, le seul qui tombe dedans, il faut sévir et sévir durement. D'accord. Je crois que c'est le moment, si en 30 secondes ou en 60 secondes, on peut aborder les méthodes de prévention. Avant, je me rappelle, au collège, on faisait des visites inopinées, on fouillait les élèves sans forcément prévoir. Mais aujourd'hui, avec le nombre que vous avez dans vos différentes écoles, collèges, est-ce que c'est possible que les surveillants puissent faire ce genre de fouilles inopinées? Au moins, cela permet de pouvoir éviter ce genre de drame aussi. J'avoue que ce n'est pas possible aujourd'hui, à moins que devant la recrudescence de ces actes, on commence par programmer ces genres de... Oui, aussi des fouilles, pour des fouilles systématiques par période, n'est-ce pas? Oui, cela est possible, on peut programmer. Sans prévoir forcément, prévenir ça les peut enfants. arriver. Souvent, c'est lorsqu'il y a perte d'argent ou d'objets bizarres et ils sont encore en séance que nous procédons à ces genres de fouilles. Ça nous permet aussi de tomber sur ces genres d'armes blanches. D'accord. Mais moi, ce qui m'intrigue... On a trop à faire. Quoi. Oui, bien sûr. On n'a plus beaucoup de temps. Ce qui m'inquiète, et c'est cette question, je vous la réserve, quand on sait que même des outils didactiques, c'est-à-dire quand on prend le compas, on utilise le vrai dessinateur, c'est dans tous les sacs aujourd'hui. Quand on prend le compas, qu'on utilise le ciseau, qu'on utilise peut-être pour les cours d'écofemmes et autres, qui aujourd'hui peuvent servir aussi d'armes blanches en quelque sorte. Qu'est-ce qu'il faut faire en tant que surveillant général d'une école pour éviter justement que ces enfants ne se fassent du mal avec ces instruments-là? Mais déjà, il faut beaucoup parler du règlement intérieur. Parce que chaque établissement... Est-ce qu'il ne faut pas l'afficher carrément? Nous, partout? Oui, c'est affiché. Nous avons fait obligation à chaque professeur d'en avoir copie et d'en parler aux apprenants. Et nous, on fait des répétitions chaque fois pour... mais le plus grand problème, c'est la sensibilisation. Oui. C'est la sensibilisation. Il ne faut pas attendre les actes d'abord, il ne faut pas attendre le crime. Il faut sensibiliser et faire participer les enfants à la sensibilisation, qu'ils participent. D'accord. J'aurais aimé avoir quelques temps encore pour pouvoir conclure. Je ne sais pas si j'ai 30 secondes, ma chef d'édition. J'ai 30 secondes? D'accord. Alors, votre mot de conclusion sur ce sujet épineux, il faudrait quand même qu'on ait des propositions de solutions en 30 secondes. Oui. Merci, madame. C'est un plaisir pour moi d'intervenir dans ce débat. Violence, ce n'est pas bien. Mais les enfants qu'on nous envoie sont en âge d'agir de telle ou telle manière. Il ne peut pas avoir, moi je dis, c'est pas être sceptique, zéro absence à l'école, zéro violence à l'école. C'est à nous de continuer à travailler dans ce sens pour contenir la chose. D'accord. Voilà. Merci. Et vous y croyez, zéro violence dans nos écoles, c'est possible? Oui, c'est un bon projet. La réalité qui part de la réalité et qui est censée amorcer et mise en application par les autorités, notamment le ministère de l'Enseignement, respecté et accentué par les parents,
est mise en vigueur par le biais des enseignants et du corps administratif scolaire à qui on peut accorder les prérogatives nécessaires pour le faire. D'accord. Le psychosociologue, je veux bien vous écouter. La solution immédiate quand on doit parler autant des parents, au niveau de l'administration, l'État aujourd'hui, vous avez 10 secondes. 10 secondes, on me fait de grands signes. Comprennent que les enfants que nous éduquons aujourd'hui seront les pères de la nation demain. D'accord. Et donc, que chacun joue Son rôle. pleinement son rôle. D'accord. Et avec l'effectif que nous avons au niveau de nos établissements aujourd'hui, 2 surveillants généraux ne peuvent plus encadrer ces enfants-là. D'où la nécessité pour l'État d'avoir beaucoup de surveillants dans chaque établissement. Merci. C'est la même chose qu'on voit dans tous les domaines. Là. Merci. Tout ça, ça nous. Merci beaucoup. Oui, 10 secondes. Alors, je crois qu'il ne faut pas choisir les surveillants par plaisanterie, bien par mimétisme. Il faut choisir celui et pas faire la promotion juste parce que, bon, il était là, ça fait un temps, il faut le promouvoir. Je crois que le temps, il faut mieux promouvoir des gens qui méritent vraiment d'être des surveillants généraux. Et je voudrais dire aux élèves, prenez tout votre temps pour étudier, que le livre et le cahier soient votre meilleure arme et non les outils criminels qu'on voit chez certains enfants. C'est mieux comme ça. Tous ces Sagbo-Fanou, après ces mots, je ne sais pas si j'ai encore quelque chose à dire. Tout ce que je retiens, c'est que jusque-là, la violence est toujours dans nos écoles. On a essayé d'apporter des solutions sur ce plateau. Ce qui importe, c'est que les parents d'élèves aussi doivent être proches autant de l'administration que de leurs enfants pour éviter qu'on ne puisse observer encore ce genre de scène. En attendant, nous présentons nos condoléances aux parents de l'enfant décédé. Nous compatissons justement. Merci, mesdames et messieurs. Ce sera tout pour ce plateau. Bonsoir chez vous.